Bonjour à tous. Cet après-midi, nous allons du coup écouter les équipes soignantes qui vont nous faire partager leur expérience, leur vécu sur les situations cliniques représentant les différents champs de la précocité en soins palliatifs. Donc, la première équipe à intervenir vient du territoire du pays de Guingamp. Rachel Guenu, infirmière coordinatrice de l'EHPAD de Ploagat, un EHPAD de 58 places, et Isabelle Guéguin, qui est médecin à l'HAD de Guingamp. Elles vont nous expliquer comment s'organisent les mises en place de veille HAD en EHPAD pour les résidents avec des pathologies plus oncologiques, mais pas que, on verra un petit peu après. Et c'est surtout aussi la description d'une collaboration, enfin d'un travail collaboratif entre une EHPAD et un HAD. Donc, merci à vous deux pour ce premier saut dans le concret du soin palliatif. Bonjour, voilà, on va commencer faire partager notre expérience. Donc, on va d'abord parler de l'évaluation anticipée en EHPAD par l'HAD. Qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, cette évaluation est réalisée pour des résidents en fait, dont l'état de santé est susceptible de se dégrader à échéance relativement courte et dont l'évolution en phase palliative aux pathologies chroniques avait risque de décompensation symptomatique. Bon, ça concerne surtout en fait, les résidents qui ont émis le souhait de ne pas être transférés à l'hôpital ou pour lesquels les équipes de soins ont posé une limitation de soins après discussion collégiale. Alors, pourquoi réfléchir et mettre en place des évaluations anticipées? Donc, c'est pour éviter et raccourcir le délai d'intervention de l'HAD, parce que quand l'HAD connaît déjà au préalable les résidents, le délai d'intervention est vraiment très très court. C'est éviter les transferts et les passages aux urgences qui, pour les personnes âgées, et comme on le sait tous, est toujours très délétère. C'est avoir une réponse rapide à l'inconfort du résident, avec une possibilité de mettre en place l'HAD 24 heures sur 24. Donc ça, c'est très intéressant pour le confort du résident et aussi le confort des équipes. Et c'est accompagner la fin de vie du résident donc dans son lieu de vie et soutenir l'entourage et les équipes de l'EHPAD à travers une prise en charge en soins palliatifs et une collaboration avec des professionnels. Excusez-nous. Donc, comment ça se met en place? Donc, au préalable, il y a un questionnement au sein de l'équipe de l'EHPAD avec, si besoin, avis téléphonique de l'HAD. Donc, en fait, on identifie un résident qui rentre dans les critères soins palliatifs, fin de vie quand même relativement à court terme et qui peut éventuellement présenter un inconfort. Pas forcément qui est dans l'inconfort, mais qui risque de présenter un inconfort. Et donc, si on a un doute, c'est un appel à l'HAD qui validera ou pas notre questionnement. Par la suite, on interpelle le médecin traitant, parce qu'il faut forcément un avis du médecin traitant et un accord du médecin traitant qui valide la nécessité de la demande et qui remplit la demande. Et là, nous, on envoie la demande à l'HAD avec le DLU. Au préalable, on a repassé un coup de téléphone quand même à l'HAD. On trouve que les contacts directs sont quand même plus simples et facilitent la relation. Donc après réception en fait de la demande, nous allons nous déplacer en général un médecin et un infirmier à l'EHPAD pour rencontrer l'équipe de l'EHPAD et le résident. Et à ce moment-là, évaluer le résident donc dans la possibilité de le prendre en charge. Nous allons aussi discuter un petit peu avec le médecin traitant et un petit peu mise en place de prescriptions anticipées et d'un projet personnalisé, et également interpeller l'entourage pour un petit peu donner notre façon de voir sur ce résident. C'est très important d'avoir un discours cohérent vis-à-vis de la situation du patient, avec le résident lui-même et, s'il ne peut plus, avec l'entourage, pour bien expliquer ce que c'est qu'une veille en HAD et une possibilité de déclenchement de l'HAD à tout moment dans une situation d'inconfort du résident.
Donc élaboration des prescriptions anticipées, donc en discussion avec le médecin traitant, de tout ce qui peut arriver comme inconfort pour le résident, qui peut nous permettre d'intervenir 24 heures sur 24. Nous interpellons aussi un cabinet infirmier de libéraux qui peuvent intervenir à n'importe quel moment, étant donné qu'en général les infirmiers de l'EHPAD ne sont présents qu'en journée. Et donc ce coffre de prescription anticipée va être mis à l'EHPAD à disposition des intervenants si besoin. Alors, donc, en fait, en fonction de l'évaluation qu'on aura du résident, selon son état clinique, soit que le résident va rentrer directement donc, en actif au niveau de notre file active, si son état est vraiment très précaire et qui risque vraiment de se dégrader rapidement, ou soit que le patient n'est pas encore en état suffisamment préoccupant, ce patient est mis en veille. Donc, nous allons en fait demander à l'EHPAD, si le patient est en veille, de nous tenir régulièrement au courant de tout ce qui peut arriver sur ce résident et au moins une fois par semaine, en cas de stabilité de l'état, de nous donner des transmissions. Donc, et tous les changements de traitement, évidemment, par le médecin traitant. Alors, donc, en cas de dégradation de l'état de santé donc, du patient, l'activation de l'HAD se fait très rapidement sur un simple coup de fil. Donc en journée de semaine, à ce moment-là, nous allons réévaluer le patient directement donc, au niveau de l'EHPAD, présentiellement. Et de nuit ou week-end, alors là, donc en fait, en général, on va demander une évaluation par les infirmiers libéraux qui se tiennent prêts à intervenir. En fonction de l'évaluation de l'infirmier libéraux, donc il y a un retour vers l'infirmière d'HAD d'astreinte qui va en aviser le médecin d'HAD d'astreinte. Donc selon la situation, soit qu'on peut tout de suite intervenir sans présence médicale sur place. En cas d'interrogation vraiment de la situation, on peut toujours appeler le 15 pour faire venir un effecteur mobile et à ce moment-là avoir une évaluation médicale. Donc, il y a une évolution réglementaire. Donc, en janvier 2022, il y a une mise en place officielle du dispositif d'évaluation anticipée par l'ARS. Auparavant, on faisait un petit peu des évaluations anticipées sans démarche officielle. Et depuis janvier 2022, donc l'HAD a la possibilité d'être rémunéré pour les évaluations anticipées dans le cadre du dispositif. Évidemment, quand on les faisait auparavant, c'était un petit peu bénévolement, entre guillemets, quand le patient restait en veille. Donc c'était purement quelque chose de totalement bénévole, étant donné que si le patient ne passait pas en actif, il n'y avait pas de rémunération. Alors, bon, maintenant, on va en revenir un petit peu au cas pratique. Donc, nous avons deux patients. Monsieur M, donc un homme de 88 ans ayant un lymphome B au stade palliatif d'emblée, un diagnostic en mars 2021 sous endoxan et corticoïdes. Donc ce patient a également une myélodysplasie sous EPO et une fibrose pulmonaire oxygénée requérante. Une altération de l'état général très importante, ce patient se nourrissant très très peu, très dyspnéique, très très conscient de son état et en refus total de toute hospitalisation. Donc en fait, ce patient avec un risque vraiment majeur de détresse respiratoire à tout moment. Donc nous avons... je vais laisser la parole à ma collègue. Donc au sein de l'EHPAD, nous avons identifié les risques de dégradation brutale. Donc à ce moment-là, nous avons échangé avec le résident qui donne son accord donc, pour faire intervenir l'HAD, en précisant une nouvelle fois en fait, qu'il ne veut pas d'hospitalisation du tout. C'est un résident très conscient de sa situation palliative et des risques d'inconfort majeur. C'est un résident qui aussi avait perdu... Enfin, sa femme était décédée quelques mois auparavant et qui était vraiment très conscient du risque de mort et d'inconfort. Donc là, nous avons interpellé le médecin traitant pour avoir son accord, parce qu'on... Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas faire intervenir l'HAD sans l'accord du médecin traitant, qui a accepté. Donc, on a fait la demande à l'HAD avec l'envoi du DLU et des directives anticipées si elles existent, parce qu'on n'est pas de... La rédaction des directives anticipées n'est pas forcément simple en fonction des troubles
neurodégénératives des gens et en fonction de s'ils veulent aussi ou pas. Donc, je ne sais même plus si ce monsieur avait fait ces directives anticipées, mais en même temps, il avait toute sa conscience, donc c'était sa parole qu'il prenait. Et à ce moment-là, donc, il y a une évaluation de l'HAD sur l'EHPAD auprès de monsieur M, qui accepte à nouveau avec l'entretien du médecin de l'HAD et de l'infirmier de l'HAD. Donc, suite à notre visite, nous avons validé la demande, en fait, parce que ce monsieur rentrait tout à fait dans les critères d'éligibilité de l'HAD. Et donc, nous avons réalisé donc, cette préadmission. Donc, dans un premier temps, donc, contact avec le médecin traitant, évidemment, pour expliquer la prise en charge. On a contacté aussi quand même le fils de ce monsieur, quand même, pour le mettre au courant. Il était tout à fait conscient et clair et objectif des volontés de son papa. Donc, alors on a créé un dossier, donc on crée un dossier de toute façon de synthèse, au moins une synthèse d'évaluation de notre visite, une élaboration des prescriptions anticipées avec différentes médications qui peuvent pallier à tout inconfort de ce patient, donc dans un coffre sécurisé, et donc une planification des soins. On a retrouvé un cabinet d'infirmiers libéraux qui savent à quoi ils s'engagent, à intervenir à tout moment, nuit comme jour, pour prendre en charge ce patient. Donc la mise en route donc, a été faite. Dans un premier temps, il a été d'emblée en actif, étant donné qu'il était quand même très, très, très précaire, avec une polypnée importante. Donc en actif jusqu'au 30 avril 2021, puis a remis en veille à partir du 17 mai 2021 pour stabilité de son état. Donc lors de la période de veille, donc, il y a eu une remontée régulière de l'état clinique du résident par les infirmières de l'EHPAD et de tous les événements médicaux vers l'HAD. À nouveau, dégradation de son état clinique et remis en actif le 16 juin 2021 pour un décès le 25 juin 2021. Donc pour cet accompagnant, donc, il s'agissait de la première prise en charge, la première mise en veille pour l'HAD de Guingamp. Voilà, ce monsieur a pu décéder dans une situation confortable, sans transport, sans appel au 15, sans mise en difficulté des équipes de l'EHPAD. Alors le deuxième cas, donc c'est Madame L, une dame de 92 ans, donc qui a une tumeur en fait du sein gauche extériorisée, donc avec un refus d'exploration, donc certainement probablement un adénocarcinome. Une dame qui a aussi une insuffisance respiratoire chronique sur kyphoscoliose très évaluée et cœur pulmonaire chronique. C'est une dame qui a fait plusieurs embolies pulmonaires. Et c'est une dame très, 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 très angoissée qui est en refus de toute exploration. Donc, voilà. Donc, en janvier 2022, donc, déjà, on avait identifié qu'il y avait une tumeur qui grossissait. En janvier 2022, donc, la tumeur évolue considérablement avec des exudats importants. Et la nécessité de demander un avis plaie et cicatrisation parce qu'au niveau de l'EHPAD, les infirmières, on était un peu démunis par l'extériorisation et les exudats importants. Ça a été fait par téléconsultation, mais pas de conseil autre que ce qu'on en faisait déjà. Donc, il y a eu un questionnement au sein de l'équipe, un questionnement avec tout le monde, pour faire éventuellement appel à l'HAD pour conseil et réflexion du pansement et anticiper la survenue de symptômes dus aux métastases qui surviendront, qui étaient peut-être déjà là, mais dans tous les cas qui surviendront. Donc on a échangé avec la résidente qui donne son accord, car son linge de corps est régulièrement souillé. Nouvelle proposition de consulter un oncologue qu'elle refuse à nouveau. Donc on sollicite le médecin traitant qui donne son accord. Donc cette dame est mise rapidement en HAD active en fait du 8 février au 22 février donc pour évaluation du pansement 2022 voilà pour évaluation du pansement complexe parce que c'est une tumeur vraiment absédée de façon très large nécessitant donc une expertise plaie et aussi un temps de réflexion très long donc une intervention des infirmiers libéraux. Donc, en plus, cette dame reste en actif parce qu'elle a le Covid. Donc, du fait du Covid, nous sommes intervenus aussi dans les EHPAD, donc avec mise en place d'un coffre de PAP en cas de dégradation de son état, du fait que cette dame refusait de toute hospitalisation. Donc, cette dame, le Covid
évolue bien. Donc, elle a bien supporté le Covid et le pansement, donc pouvant être fait, une diminution des soins locaux. Donc, cette dame repart en veille du 23 février au 23 mars. Le 23 mars, là, les infirmières interpellent en disant que la plaie évolue vraiment énormément, avec une obligation de réfection du pansement 2 fois par jour. Donc c'est minimum 40 minutes par jour, donc 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Donc avec intervention des infirmières libérales le soir. Au sein de l'EHPAD, nous avons voulu garder le pansement du matin pour garder un contact aussi avec la résidente et voir comment ça évolue et continuer avec elle. Il y a eu une expertise d'une infirmière de l'HAD qui a un DU plaie et cicatrisation pour conseil sur le pansement. Donc à ce jour, l'expertise de l'infirmière, donc à ce jour, Madame L est toujours en vie, donc ça avait commencé en février. Je vais faire une aparté, elle est toujours en vie, ça m'a fait écho avec ce que Jérôme Aldric a dit ce matin sur l'instinct de mort. C'est une dame qui est tout à fait dans ce côté-là où il y a beaucoup de psychisme qui fait qu'elle tient encore beaucoup en vie. Donc l'expertise de l'infirmière pour le pansement n'est plus faite car plus de pertinence au vu de la dégradation majeure de la tumeur. Donc il y a une évaluation régulière des symptômes qui est effectuée par retour de l'EHPAD et passage régulier du médecin de l'HAD pour adaptation des soins prodigués. Donc il y a l'augmentation de l'O2 qui jusque-là, elle ne l'avait que la nuit. Dorénavant, elle l'a 20 heures sur 24 à sa demande. On arrête évidemment, et là c'est un peu un combat de tous les jours d'arrêter de prendre la saturation. C'est le confort de la dame et ce qu'elle demande. Il y a eu l'introduction d'antiémétiques parce qu'elle est nauséeuse, elle n'a plus d'appétit. Arrêt de l'anticoagulation parce que la tumeur se creuse et saigne. Et mise en place de bucolame en urgence dans le coffre si saignement massif ou détresse respiratoire, avant qu'en fait l'HAD puisse intervenir pour mettre en place une PCA de midazolam. On est dans l'anticipation de toute dégradation majeure, parce que là, elle est très probablement polymétastatique au vu des symptômes, avec donc la mise en place de soins de confort urgents, car la résidente refuse catégoriquement toute hospitalisation. Donc là, on a vu deux situations d'oncogériatrie, mais il y a aussi beaucoup de possibilités de mise en veille dans d'autres pathologies, notamment donc, tout ce qui est pathologie chronique ou aiguë, donc chronique au stade palliatif avec un risque de décompensation imminent, donc insuffisance cardiaque terminale, insuffisance rénale terminale, insuffisance respiratoire terminale. On a eu aussi l'exemple du Covid entre 2020 et 2022 où on a été donc très aidant au niveau des EHPAD pour un petit peu les aider dans leurs difficultés et aussi maintenir sur site certaines personnes trop précaires et aussi pallier à tout risque de dégradation et tout risque d'inconfort. Donc, depuis mai 2021, donc, le premier monsieur M, au sein de l'EHPAD, il y a 9 résidents qui ont été en veille. Donc là, on vous a présenté que 2 résidents, mais parce que le thème, c'est l'oncogériatrie. Donc, ce qui fait que les 7 autres, c'était pour des pathologies chroniques autres. Dont 6 ont eu une prise en charge active. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y en a 3 du coup où la prise en charge n'a jamais été déclenchée. Ils sont décédés sans prise en charge d'HAD. Quand il y a eu une prise en charge active, ça a été le jour même pour leur fin de vie ou au bout de quelques jours ou semaines. Donc les 3 autres n'ont pas eu d'activation de veille car pas de nécessité de mettre en place de soins techniques pour leur fin de vie. Sur 38 décès donc, depuis ce temps-là, 24 résidents ont bénéficié d'une HAD. Parfois mise en place du jour au lendemain, voire le jour même en fonction de l'inconfort. J'ai même vu appeler pour un état de mal épileptique chez une résidente de l'HAD, était présente dans les 2 heures et soulageait la personne qui était décédée uniquement le lendemain. Et les décès auraient été délétères. Donc, pour ce faire, il y a un peu des prérequis. Donc les facilités, c'est que
l'infirmière de l'EHPAD, moi, du coup, j'ai une expertise en soins palliatifs. J'ai été infirmière en équipe mobile de soins palliatifs pendant plusieurs années, qui a une communication très facile entre l'HAD et nous. Que l'équipe soignante de l'EHPAD est vigilante et investie dans cette organisation. Ils en trouvent vraiment un confort et ils sont très satisfaits de garder un maximum de résidents sur la structure. On a dû avoir 2 décès à l'hôpital en fait, depuis cette époque. Et le retour régulier vers l'HAD de tout changement dans l'état de santé des résidents en veille, ça facilite parce que du coup l'HAD a confiance en notre expertise quand on demande, vu qu'on fait un retour régulier. Il y a un lien de confiance mutuel, je pense. Les difficultés, la très très grosse difficulté, c'est de convaincre le médecin traitant d'anticiper les demandes car il ne comprend pas toujours le dispositif de veille et considère que l'HAD n'est nécessaire que pour les fins de vie imminentes et compliquées. Donc il y a encore cette semaine, on a eu une résidente qui finalement n'est pas rentrée en veille, qui est rentrée en actif, où il a fallu 48 heures et des échanges réguliers avec le médecin traitant pour le convaincre d'accepter l'HAD pour soulager ses symptômes. Et l'autre difficulté, c'est aussi pour nous, c'est de penser à faire un retour très régulier à l'HAD, parce que dès que le médecin traitant vient pour faire un petit changement, ne serait-ce que d'AVK, en fait, on ne pense pas systématiquement à prévenir l'HAD que la coumadine ou le Préviscan ont été un petit peu modifiés. Voilà, merci. Merci. Les questions suivront après les trois cas concrets. Donc, après avoir vu la précocité de prise de contact de l'HAD quand le patient est en EHPAD, nous allons continuer cette prise en soins précoce en pédiatrie. Donc, pour ce faire, nous avons la joie d'accueillir le docteur Philippe Lemoine, qui est directeur médical de l'équipe ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques, la Brise, et de Delphine Dérouville, qui est puéricultrice et coordinatrice de cette même équipe. Donc nous allons faire une plongée dans les soins palliatifs pédiatriques. Vous allez nous raconter l'histoire d'un jeune homme en situation de handicap dans le cadre d'une maladie neurodégénérative qui a pu bénéficier dès l'âge de 16 ans d'une prise en soins palliatifs. Et point aussi très intéressant, vous allez nous expliquer cette transition, comment vous avez pu appréhender cette transition entre cette prise en soins palliatifs pédiatriques et le monde classique des soins palliatifs adultes. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation à participer à cette journée de la coordination bretonne. Donc c'est l'histoire de Paul. Paul est né en 2002, donc il a aujourd'hui 20 ans. Et il a présenté dès la petite enfance des troubles neurologiques et notamment des troubles des interactions sociales, des relations avec les autres, qui ont interrogé ses parents et qui ont consulté de nombreux spécialistes. Il n'y a pas eu de diagnostic extrêmement précis, mais a été évoqué un autisme atypique, parce qu'il ne remplissait pas toutes les cases, quand il avait 8 ans. Et puis la vie a continué avec une prise en charge de type trouble du spectre autistique, mais dans son évolution, vers l'âge de 12 ans, il perd le langage assez rapidement. Et donc la maladie, enfin le diagnostic a été interrogé et il a été diagnostiqué une mucopolysaccharidose de type 3 dans une forme lentement progressive qui s'appelle la maladie de Sanfilippo. Donc c'est une maladie de surcharge, accumulation de métabolites qui petit à petit surcharge le système nerveux entre autres et entraîne des dégradations, des pertes et in fine le décès avec des échéances variables en fonction du sous-type de maladie. Là, elle a une forme particulièrement lente. Il n'y a pas de traitement spécifique à la maladie de Sanfilippo, donc il n'y a pas de possibilité curative, ni même de possibilité de ralentir l'évolution de la maladie. C'est un jeune qui a une sœur en bonne santé, un peu plus jeune. Ses parents sont séparés avec un père qui a un travail à l'étranger et une mère qui est travailleuse sociale. Les deux parents sont séparés quand Paul avait 9 ans. Ils habitent tous les deux en Bretagne. Le père donc, travaille une semaine sur 2 à l'étranger, sinon il revient sur son domicile. Ils habitent 2 villages proches, situés tous les deux entre Vannes et Lorient. Et la garde se fait de façon alternée
entre son père et sa mère une semaine sur deux, ce qui est assez classique dans ce qu'on rencontre habituellement dans les contextes de familles séparées, enfin de parents séparés. Il est pris en charge quand on le rencontre en IME, donc en institut médico-éducatif, en accueil de jour, donc il y va en journée et rentre chez lui le soir, 4 jours par semaine, donc avec un repos le mercredi au domicile. Il a comme ressource principale une déambulation, il a besoin de marcher beaucoup et à l'intérieur de son domicile, il a un parcours qu'il fait tout au long de la journée, qui est tout à fait réglé et qui est son habitude, en plus de promenades à l'extérieur qui sont totalement indispensables à son équilibre, sinon il s'énerve et a des troubles du comportement qui se majorent. Donc surtout beaucoup de mouvements, un enfant donc plutôt kinesthésique dans son canal neurosensoriel privilégié, besoin de ce mouvement. Et c'est un enfant, enfin un jeune quand on le rencontre, extrêmement dépendant pour tous les soins d'hygiène. Il a perdu, donc à peu près qu'on l'a rencontré, il a perdu en 2020, donc à l'âge de 18 ans, son autonomie sphinctérienne. Il est encore en autonomie d'alimentation en 2021. Et il aime beaucoup marcher, et comme je l'ai déjà dit, il joue à la balle, il manipule des objets. Voilà ses habitudes et ce qui rythme sa vie habituellement. Quand il a 16 ans et demi, donc en 2018, il y a une demande de coordination auprès de notre équipe par la neuropédiatre du CHU de Rennes qui le suit. Et la demande de la neuropédiatre de Rennes, qui avait donc suivi les parents jusque-là, à se demander s'il n'y avait pas quand même une réflexion à avoir sur l'identification de cette situation. Est-ce que ce n'est pas une situation de soins palliatifs? Et elle se rendait compte aussi que les parents étaient un peu débordés par tous les questionnements qu'il pouvait y avoir autour de cette situation, que ce soit des questionnements de prise en charge au domicile, de prise en charge à l'IME, et puis beaucoup de ras-le-bol et peut-être de demandes de répit aussi. Et là, c'est pour ça qu'elle nous a contactés. Donc Paul avait à ce moment-là 16 ans et demi. Alors l'identification, en fait, pourquoi on dit que c'est une introduction précoce des soins palliatifs? C'est parce que cette maladie est vraiment très lentement évolutive. Donc nous, quand on a commencé à rencontrer Paul, il était tonique. Alors il déambulait beaucoup, il avait quand même des gros troubles du comportement, mais il allait plutôt bien. Il était dans une situation qui était stable. Ça nous arrive d'intervenir dans des situations très aiguës et c'est comme ça qu'on rentre dans le parcours des enfants. Là, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de dégradation à ce moment-là. Pour cette maladie, il n'y a pas de traitement curatif spécifique et donc c'est aussi pour ça qu'en pédiatrie, on s'occupe de ces enfants-là en pédiatrie très tôt. On a, pour un premier contact, il y a eu un premier contact téléphonique pour organiser une visite à domicile, pour rencontrer les parents. J'ai mis 6 mois pour organiser cette visite à domicile. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'avant qu'on intervienne, on insiste beaucoup sur l'importance d'avoir prononcé le mot qui fait mal, le gros mot de soins palliatifs, pour que quand on arrive, les parents se soient déjà préparés à cette notion-là. Donc la neuropédiatre avait prononcé le mot de soins palliatifs. Donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'on a mis 6 mois à organiser cette première rencontre. Cette première rencontre, il a été nécessaire de reclarifier un petit peu justement ce qu'était la notion de soins palliatifs. Et généralement, les parents, à chaque fois, nous regardent un peu effrayés et se disent « Non mais vous allez nous parler de la mort, il n'est pas en train de mourir notre fils ». Et donc on revient toujours sur on est là pour parler de vie, on est là pour parler de mort si c'est le moment d'en parler, si vous souhaitez en parler, mais on est surtout là pour parler de vie et faire en sorte que votre enfant ait la meilleure qualité de vie possible. Et à ce moment-là, Paul n'était pas du tout en fin de vie. Bon, on a d'abord eu donc une phase de coordination du parcours de Paul, ce qui nécessite la connaissance de tous les partenaires qui s'occupent de lui. Donc d'abord une première réunion à l'IME pour connaître l'environnement de Paul, pour connaître les professionnels qui s'occupent de lui, pour
pouvoir accueillir les questions des professionnels aussi, qui avaient des questions plutôt médicales, plutôt d'ordre psy, plutôt d'ordre de transmission avec les parents, d'organisation, et comment la maladie va-t-elle évoluer. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, enfin, dans les réponses, il y a beaucoup d'incertitudes, hein. On n'a pas forcément la vérité, mais en tout cas, le fait de poser les questions et le fait d'en parler, ça apaise déjà les choses et on peut travailler en tout cas de manière plus apaisée. Ça permettait aussi de pouvoir plus facilement faire du lien avec la famille, de connaître l'endroit où Paul évoluait au quotidien. Ensuite, la coordination consistait à avoir d'autres visites à domicile, des appels téléphoniques réguliers mais pas rapprochés, parce que Paul allait bien, il ne faut pas non plus s'imposer. Et puis c'est tombé aussi au moment du confinement, qui a duré un moment, et du coup on accueillait le stress éventuel des parents, et notamment il y a eu un stress à ce moment-là qui était la réduction du périmètre de marche de Paul. Et donc par exemple, nous on a fait une attestation qu'ils sont allés montrer à la police, à la mairie, pour être sûr de pouvoir continuer à marcher sur la plage, et ça les a énormément aidés. Il a aussi bénéficié d'une consultation douleur à un moment où il était douloureux, en tout cas difficile à comprendre. Et puis Paul, après ses 16 ans et demi, 17 ans, 18 ans, et on peut dire que donc 18 ans, c'est le moment de la transition en pédiatrie, qui là a été initié par l'IME de Paul, qui du coup se sont renseignés pour avoir une structure d'accueil au-delà de 20 ans. Il a bénéficié par la MDA d'une orientation masse, et avec l'équipe Relais Handicap Rare avec lequel l'IME s'est mis en relation, a été identifiée une masse dans le périmètre de Vannes. En tout cas, ce qui est sûr et ce qui rassure les parents, c'est que tant que cette transition dans cette masse ne sera pas faite, Paul sera toujours accueilli à l'IME grâce à un amendement qui s'appelle l'amendement Creton, qui fait qu'on ne peut pas les mettre à la porte, quoi. Donc, ce qui est plutôt rassurant. Le début de la transition a aussi été initié par la neuropédiatre de Lorient, qui à 18 ans a arrêté la prise en charge et a transmis la situation de Paul à un neuro-adulte en libéral. À ce moment-là, on a pas mal évoqué cette situation de transition avec les parents qui vraiment ont pu exprimer, et ça on le retrouve à peu près à chaque fois, un sentiment d'insécurité, de peur, un sentiment d'abandon. Ils disent « mais vous allez nous abandonner ». Alors on insiste beaucoup sur le fait qu'on va prendre notre temps, on ne va pas les laisser tomber, et on va essayer de faire en sorte qu'ils se trouvent toujours en sécurité et jamais tout seuls. Et on se rend compte qu'on parle de transition, mais ce n'est pas une transition, c'est des transitions. Vous avez vu qu'il y a une multitude d'intervenants. Et du coup, on se retrouve avec une transition sanitaire, mais aussi une transition médico-sociale, une transition au niveau de la coordination, une transition sur le domaine des soins palliatifs, puis une transition aussi mentale chez les parents, ce que je viens de vous exprimer. Après, Paul, c'est vrai que sur cette transition, je ne pense pas qu'il soit capable de s'exprimer. Il ressent sûrement des choses, en tout cas, surtout quand je pense qu'il changera de structure, mais pour l'instant, il n'est pas capable de nous exprimer, puisqu'il a une communication différente. L'objectif, c'est quand même vraiment de conserver la fluidité du parcours de soins de Paul, qu'il n'y ait pas de rupture, toujours pour garder ce sentiment de sécurité, et puis de sécurité chez Paul et chez ses parents. Donc, ce schéma reprend bien les différents partenaires qui, à ce moment-là, sont actifs pour accompagner le parcours de Paul. Et donc, on passe de 4 acteurs à 9 acteurs. Et pendant toute cette période de transition, qui n'est pas ponctuelle, finalement, on se retrouve avec beaucoup de personnes à coordonner. Donc, il y a des secteurs qui sont en mouvance quand on parle de pédiatrie et qu'on va vers l'adulte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on
on réfléchit et on est acteur autour de Paul, de ses parents, et puis aussi du médecin traitant, dont on n'a pas encore évoqué. Pourquoi? Parce qu'en pédiatrie, sur ces situations-là, les enfants sont très accompagnés généralement par leur neuropédiatre qui gère beaucoup de choses. Et du coup, le médecin traitant, il n'a pas une grande place. Et c'est pas faute d'avoir essayé de préparer les choses avec les parents et de leur dire mais appelez votre médecin traitant pour cette chose-là, il saura gérer. Ah oui, mais il ne connaît pas, il ne sait pas le gérer. Oui, mais si vous n'y allez jamais, eh ben, il ne le connaîtra jamais. Voilà, donc, mais on avait quand même gardé en tête qu'il y avait ce médecin traitant. Pour les modalités de mise en œuvre de ces transitions, il a fallu donc d'abord identifier les acteurs que je vous ai présentés, que chaque acteur rencontre Paul et ses parents, avec l'objectif d'abord qu'ils aient une bonne connaissance de la situation de Paul et de son entourage, de cette situation globale et complexe, et puis pour pouvoir commencer à élaborer une relation de confiance avec Paul et sa famille, et puis pour garder une fluidité dans le parcours. Donc les différents professionnels qui gravitent autour de Paul, donc au début de la transition, il y a nous évidemment, et puis on a contacté l'équipe Relais Handicap Rare pour qu'elle prenne notre relais sur la partie coordination. Donc on est allé rencontrer les parents au domicile et pour leur expliquer comment est-ce qu'on allait procéder sur ce processus de transition. J'ai pas repris tout à l'heure les différentes personnes, du coup, je vais peut-être le faire maintenant. Pour prendre le rôle d'une neurologue de Rennes qui nous avait interpellés, ce sera un interniste de Rennes qui prendra la suite sur la connaissance de la maladie de Paul. Le neuropédiatre de Lorient, donc c'est le neuro-libéral de Vannes. L'IME, ce sera la masse à côté de Vannes. Et l'équipe ressources, on avait 2 casquettes. La coordination, donc, qui sera prise par l'équipe Relais Handicap Rare. Et puis la partie soins palliatifs, dont le relais va être assuré par l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital de Vannes. Et donc, une autre partie de la transition importante a été une réunion de rencontre de transition qui a eu lieu à l'IME, avec comme présents les parents, les personnes de l'IME, la masse, ils étaient là en visio, l'équipe mobile de soins palliatifs de Vannes qui s'est déplacée à Lorient, nous-mêmes, l'équipe ressources, et puis les autres professionnels avaient été contactés en amont pour avoir leur avis, pour qu'on puisse tenir compte de la globalité des participants. Donc cette réunion qui a eu lieu il y a un peu plus d'1 an maintenant a été très structurante et était pour nous vraiment le moment de charnière entre la prise en charge de type pédiatrique et la prise en charge par les équipes qui s'occupent habituellement des adultes. Les parents étant présents, ils ont pu beaucoup exprimer leurs souhaits, leurs inquiétudes, leur connaissance aussi de la vie avec Paul. Et cette réunion a été très opérante, je trouve, pour construire l'avenir de Paul sans renier tout ce qui avait été fait avant, mais qui est une continuité en fait dans son suivi et sa prise en charge. La masse était bien présente, même si elle était en visio, mais elle était tout à fait identifiée. Ils ont montré vraiment beaucoup de désir de suivre Paul, et l'équipe de l'IME du coup était très contente de voir qu'il y avait des professionnels du médico-social qui allaient aussi s'investir en relais, alors qu'eux, ils suivaient ce jeune homme depuis plusieurs années. Et ils ont fait d'emblée des propositions d'accueil temporaire que la famille, que les parents qui étaient présents ont accueilli bien volontiers. Et puis, la deuxième orientation qui a été prise lors de cette réunion, c'était de construire une fiche SAMU-PALIA, donc une fiche de conduite à tenir en cas d'urgence si les parents sont en difficulté avec leur enfant, qu'ils appellent le 15, qu'est-ce qui se passe ? Sachant qu'il y a des complications, puisqu'il est toujours en IME du côté de Lorient, donc l'hôpital de proximité est Lorient, des séjours à la masse ou des séjours chez ses parents qui dépendent plutôt de Vannes pour un transport SAMU et l'hôpital de proximité. Donc c'est un petit peu complexe dans
dans la prise en charge, mais surtout on voulait qu'il y ait une réflexion commune. Et notre habitude, quand on construit les fiches SAMU-PALIA, c'est de donner les éléments de ce qui peut arriver, qu'on pressent comme complications éventuelles qui pourraient être un motif d'appel du SAMU, avec des conduites à tenir simplifiées, enfin des grandes lignes pour donner des conseils et puis faciliter la prise en charge sur une maladie qui est quand même assez rare et peu connue de tout le monde, enfin avoir des urgentistes. Et puis aussi de pouvoir donner un niveau de réanimation ou de prestation de soins intensifs en fonction du souhait des parents. Donc c'est construit, on fait un premier jet habituellement et après on montre aux parents et c'est validé quand les parents ont donné leur accord. La construction de l'outil s'est faite en partenariat entre l'équipe ressources et l'équipe mobile de Vannes. Et il y a eu tout un temps, en fait, très long en fait, d'échanges pour pouvoir rencontrer les parents. Et comme si en fait, ce temps de construction, ils sentaient que c'était la fin ensuite de la prise en charge pédiatrique et que c'était vraiment la bascule vers la prise en charge d'adultes. Donc ça a duré pratiquement un an. La construction de la fiche, la validation au final, il y a pas. C'est presque fait. Voilà, c'est vraiment, enfin c'est bon, ça se termine là. Mais voilà, et ça a été sur ça que s'est joué la charnière du passage, en fait, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qui est acquis dans cette situation aujourd'hui, à 20 ans? Eh bien, il y a de nouveaux professionnels qui ont été bien investis, bien identifiés, qui connaissent Paul, qui connaissent ses parents, qui connaissent toute la structuration de la prise en charge, grâce probablement au temps de construction, avec une coordination qui est très bien en place et structurée par l'équipe Relais Handicap Rare, et une structuration soins palliatifs, une coordination, on va dire, de la prise en charge médicale ou globale, qui est tout à fait bien établie avec l'équipe de Vannes. Et il n'y a pas de rupture dans l'accompagnement de Paul. On voit bien dans les comptes rendus qui arrivent que ça y est, il est en train de changer il a changé de prise en charge. Dans les fragilités qu'on peut observer, mais qui sont encore en pleine évolution, hein, c'est qu'il y a eu cette évolution de la pathologie de Paul pendant cette transition. Du coup, ça a rallongé un petit peu le processus. En tout cas, ça l'a un peu complexifié, je dirais. Et surtout, du coup, ça a laissé en place toutes les équipes pendant un temps rallongé. Et donc ça a été quand même assez complexe. Le médecin traitant dont je parlais tout à l'heure, qui était peu investi au départ sur la période pédiatrique, c'est vrai qu'il y a maintenant tout un suivi à construire. Et je pense que dans la prise en charge adulte, il faut vous appuyer beaucoup sur les médecins traitants. Donc là, c'est encore un peu flou, mais ça y est, ça commence à se construire. Pour la coordination, il a fallu trouver un autre acteur, c'est-à-dire que nous, on a les deux casquettes. Il a fallu trouver du coup un acteur supplémentaire, mais qui s'est en tout cas très bien saisi de la situation. Et donc la coordination, il n'y a pas eu de rupture. Oui, et pendant cette transition un petit peu floue, qui fait quoi, c'était un petit peu compliqué sur la fiche SAMU-PALIA, et puis aussi, par exemple, sur la construction d'un handi-bloc qui devait être organisé. C'est vrai qu'il y a tellement de partenaires, du coup, entre les pédias et les adultes, qu'on ne sait plus très bien comment organiser les choses. Et donc on peut dire que pendant cette transition, le parcours il n'est pas très solide. On ne dit pas qu'il n'est pas efficace, hein, il l'est, mais on sent que c'est un petit peu flou. Un point qui n'est pas facile aussi, c'est que le médecin spécialiste neurologue, c'est un libéral, donc il n'a pas un pied dans l'hôpital. Est-ce que ça ne complexifie pas un peu les choses? On peut se poser la question. Et puis c'est pareil, hein, dans le même ordre, le médecin interniste qui est à Rennes, est-ce que ce ne serait pas plus facile d'avoir des personnes en local? Une question qu'on se pose tout le temps, et une fois de plus pour Paul, la situation de Paul, est-ce qu'il faudrait se donner un temps déterminé en disant, ben voilà, en 3 mois, on fait le changement d'équipe, ou en 6 mois, on fait le changement d'équipe, mais il y a quand même le temps d'ajustement des différents professionnels pour intégrer ce nouveau patient, bien le connaître et sa famille, bien connaître l'ensemble du dispositif autour, le temps d'adaptation de la masse, en l'occurrence, sur une période de dégradation avec plus de douleur, par exemple, ça a été un peu compliqué, plus de troubles du comportement.
et puis le temps d'acceptation des parents, et ça c'est jamais mesurable, et c'est très important de garder ce temps, même en disant clairement les choses. Ils ont besoin d'une préparation à cette nouvelle étape dans leur vie. Quand est-ce que ça se termine, le processus de transition? Nous, on garde souvent des contacts et des nouvelles. Il n'y a pas vraiment de fin, mais en tout cas, c'est une question de quand est-ce qu'on s'arrête d'être sur le dossier. Je ne sais pas. Il n'y a pas de réponse, je crois, mais c'est ouvert en tout cas. Merci. Merci. Et donc, pour finir cette table ronde, nous allons effectivement faire la transition à nouveau vers le monde adulte avec l'équipe du secteur du bassin rennais qui vont nous décrire la situation de Monsieur P, qui est un patient SLA. Cette situation complexe qui aura duré 3 ans quasiment aura mobilisé des professionnels à la fois de 2 unités de soins palliatifs, une équipe mobile de soins palliatifs et une équipe SLA. Donc c'est donc un travail qui a été construit avec 5 professionnels de structures différentes qui va vous être proposé. Donc les 5 professionnels qui sont Michel Bondon, psychologue en retraite de l'équipe mobile du CH de Fougères, Claire Lemeur, qui est médecin MPR du pôle Saint-Hélier, Morgane Pian, neurologue au CHP Saint-Grégoire, Christelle Bouguin, aide-soignante à l'USP du CHU de Rennes, et Géraldine Texier, médecin à l'unité de soins palliatifs aussi également du CHU de Rennes. Donc la présentation va vous être faite par Morgane et Christelle qui vont vous faire une présentation orale avec le soutien de leurs consoeurs et professionnels qui ont pu écrire ce cas clinique. Oui, parce que c'était un travail d'équipe depuis le début de la prise en charge du patient jusqu'à la fin, et on a tenu à garder ce travail d'équipe, y compris aujourd'hui. Donc, moi, à l'époque, j'étais médecin de la consultation multidisciplinaire SLA au CHU. Et c'est à ce titre que j'ai participé. Comme ça, c'est encore mieux. C'est ça. Et ça, c'est moins bien. C'est ça. Oui. Donc ça, c'est mieux. Ça, c'est moins bien. Okay. Donc, maladie de Charcot, sclérose latérale amyotrophique, SLA, c'est une maladie qui peut souvent être complexe à prendre en charge, créer des appréhensions de prise en charge par les équipes. Et Monsieur P a donc poussé toutes ces difficultés de prise en charge à leur extrême, un patient qui nous a tous beaucoup marqués. Et on en a parlé encore avec beaucoup d'émotion dans les séances qui ont produit cette présentation. Donc le contexte, c'est un patient de 42 ans, militaire de carrière, dans l'artillerie marine. Quand on le rencontre, ça fait 6 mois qu'il est arrêté. Il vit avec son épouse et leurs 3 enfants, âgés de 9 à 14 ans, dans une petite maison. Ils sont originaires d'Alsace. Ils vivent, son épouse travaille, elle est assistante dentaire. Il est suivi par 2 médecins, c'est une particularité de nos patients militaires, son médecin militaire et son médecin de famille. C'est un jeune patient dynamique, sans antécédent particulier. Donc, dès le début de l'enquête diagnostique, il y a un diagnostic parasite qui se pose, qui est le diagnostic de la maladie de Lyme, sachant qu'il a probablement fait une primo-infection avec une piqûre de tique et un érythème migrant au cours de l'été précédent le début des symptômes et qui avait motivé une antibiothérapie classique. Il a débuté les symptômes début 2015 par des troubles de la parole, une dysarthrie, qui se sont associés à une fatigue musculaire inhabituelle à l'effort, qui a motivé sa consultation auprès d'un premier neurologue libéral à Rennes, qui là constate manifestement une maladie de Charcot avec des troubles moteurs beaucoup plus diffus que les troubles de la parole et puis avec les critères diagnostiques d'atteinte centrale et périphérique. Bien sûr, il fait tout un bilan pour écarter les autres causes
de diagnostic différentiel. Dans ce bilan, il y a la sérologie de Lyme qui est négative. Il annonce le diagnostic de SLA, auquel le patient n'adhère pas. Il passe l'été en Alsace et il fait faire des tests dans le laboratoire vétérinaire allemand célèbre. Ces tests reviennent positifs. Ils reviennent également positifs pour un certain nombre de membres de sa famille. Et donc la croyance en Lyme est renforcée. Malgré cela, il accepte de voir un second avis au CHU en maladie infectieuse qui récuse le diagnostic de Lyme avec une sérologie négative. Il est adressé ensuite par son médecin militaire au Val-de-Grâce qui confirme le diagnostic de SLA, récuse le diagnostic de Lyme. Il est ensuite vu au centre de référence SLA à la Pitié-Salpêtrière avec les mêmes conclusions. Donc, malgré ces avis répétés, le patient reste convaincu d'avoir une maladie de Lyme. Il est sous antibiothérapie déjà depuis quelques mois avec différentes autres médications. Il accepte quand même à ce moment-là de débuter la kinésithérapie, l'orthophonie et de prendre des compléments nutritifs dans la mesure où il a déjà beaucoup maigri. Et donc c'est dans ce contexte-là que nous le rencontrons pour la première fois à la consultation multidisciplinaire avec un couple qu'on rencontre avec Dr Lemeur initialement, en consultation jointe comme on fait habituellement, un couple très proche l'un de l'autre, et puis très très éloigné de la gravité du diagnostic et de la gravité du pronostic. Couple souriant, qui se câline, qui nous explique qu'ils sont tout à fait convaincus de la guérison à venir de l'époux. À ce moment-là, il est très dysarthrique, on peine à le comprendre. Son orthophoniste lui a déjà programmé un assistant électronique à la parole qu'il n'utilise pas. Il a déjà des fausses routes quasi systématiques à la déglutition. Il est déjà très dénutri. Donc, dès la première consultation, ce qui est assez rare, on aborde la gastrostomie. On dépiste également une atteinte respiratoire débutante et on aborde également d'emblée la VNI, mais aussi la trachéotomie qui est abordée par le pneumologue et qui est souhaitée par le patient. Donc c'est un patient qui, par ailleurs, est sous médication qui est dangereuse dans le cadre d'une SLA avec une antibiothérapie IV quotidienne, un régime très restrictif, sans gluten, sans lactose, et qui a différentes médications, qui est sous antipaludéen, enfin des choses inhabituelles. Donc la consultation, pour nous, elle consiste surtout à essayer de faire adhérer le patient et son épouse au diagnostic du SLA et essayer de les faire adhérer aux propositions de prise en charge qu'on leur fait. On y arrive à peu près. Pas sur l'adhésion au diagnostic, mais sur la prise en charge. Il accepte quand même d'arrêter ce régime restrictif et de se renourrir. Il n'arrive pas à arrêter son antibiothérapie, il s'y accroche. Il accepte les modifications peut-être un peu plus essentielles, comme arrêter les choses qui sont clairement toxiques, telles qu'il y avait le glutathion, des choses comme ça, mais il reste avec des produits dangereux. Il refusera toujours catégoriquement de prendre le traitement médicamenteux qu'on utilise d'habitude dans la SLA, c'est le riluzole et la vitamine E. Et surtout, il accepte d'être pris en charge par l'équipe de rééducation. Et c'est via une proposition de soutien psychologique qu'on introduit dès la première consultation multidisciplinaire l'équipe de soins palliatifs. Il accepte un soutien psychologique auprès de Michel Bondon de l'EMAS Peu de Fougères. Et c'est la première et la dernière fois que nous verrons l'épouse de Monsieur P en consultation multidisciplinaire. Il viendra toujours seul ensuite. Donc ça rend les choses compliquées chez un patient anarthrique. Et le lien sera fait avec son épouse, avec Dr Lemeur, lors de ses consultations en MPR. Donc petit point sur les nombreux intervenants autour des patients atteints de la maladie de Charcot, donc quelque chose de plutôt classique dans cette maladie, avec les libéraux de proximité, médecins traitants et pour Monsieur P, médecin militaire, infirmière, AVS, aide à la personne, kinésithérapeute, orthophoniste, et puis parallèlement des consultations spécialisées et un suivi spécialisé avec
les consultations SLA et les consultations pneumologiques au CHU, la prise en charge MPR et l'équipe mobile de rééducation pilotée par le pôle Saint-Hélier et Dr Lemeur, et une prise en charge nutritionnelle gastro-entérologique à la clinique Saint-Yves à Rennes. Et bien sûr, un réseau de soins palliatifs qui a été sollicité dès le début via les MASP. Et au sein de tous ces intervenants assez nombreux, on a toujours essayé de maintenir une communication entre nous pour relayer toutes les difficultés que M. P, son épouse, ses enfants pouvaient avoir à domicile, et puis de discuter de ce qu'on pouvait faire. Et ça, c'est passé beaucoup par des discussions lors des RCP territoriales. Et puis plus tard, le patient a été pris en charge à l'USP de Fougères, puis à l'USP du CHU de Rennes. Donc, quelques diapos pour vous illustrer un petit peu le décalage qui existe toujours dans la maladie de Charcot entre ce qu'on propose et quand est-ce que c'est accepté. Là, le décalage était important et a posé problème, au moins pour les soignants, mais aussi beaucoup pour le patient et sa famille. Donc, en juin 2016, on l'avait vu en mars, donc 3 mois plus tard, il est complètement anarthrique. Il n'accepte une alternative à la communication orale que début 2017, et de toute façon, il n'utilise l'alternative qu'en seconde intention. Dès l'été 2016, s'installe l'insuffisance respiratoire. Il n'utilisera quasi jamais la ventilation non invasive et il réitérera de façon très répétée son souhait de trachéotomie. Alors initialement, c'est un souhait qui est partagé par son épouse. Et puis finalement, vu la complexité de la prise en charge à domicile avec l'évolution de la maladie, ce souhait n'est bientôt plus porté que par Monsieur P. Et il exprime ce souhait par la volonté de vivre et ne pas laisser les siens. Donc en tout cas, ce souhait de trachéotomie, ça a été l'accroche pour pouvoir commencer à travailler sur les directives anticipées. Et c'est un travail qui a été fait avec de nombreux échanges avec l'équipe mobile de rééducation et les MASP. Donc, trouble de déglutition d'emblée, gastrostomie proposée d'emblée, acceptée presque 1 an plus tard. Et malgré le fait que la gastrostomie ait été posée, un patient qui veut coûte que coûte continuer à manger par la bouche, par voie orale, il va, dans les mois qui suivent, harceler ses enfants, son épouse, les intervenants à domicile pour, malgré des fausses routes systématiques, continuer à manger par la bouche. Parallèlement à cette évolution qu'on dit bulbaire, de la dysarthrie, des troubles de déglutition à l'évolution respiratoire, il va développer une tétraparésie avec une tête tombante. Alors au début, comme il va guérir de sa maladie de Lyme, il dit qu'il n'a pas besoin d'être technique, donc il va passer un certain nombre de semaines confiné dans le canapé de son salon. Et puis petit à petit, il va accepter d'être installé en fauteuil roulant. Et puis finalement, comme pour lui, c'est vraiment très important de ne pas être confiné au lit, il acceptera qu'on installe un verticalisateur et un lève-personne. Dans toute cette évolution, on a toujours suspecté des troubles cognitifs de type frontaux qu'on n'a jamais pu évaluer, qui allaient s'intriquer avec une personnalité particulière de ce patient. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, on a assez rapidement assisté à l'épuisement de son épouse, de ses enfants, de tous les aidants professionnels à domicile. Il y a eu une intensification du suivi psychologique de M. P par les MASP, du suivi psychologique de son épouse par l'équipe de l'EM2, par la psychologue de l'EM2R. Un séjour de répit a pu être organisé à l'USP de Fougères en février 2017, vraiment contre le gré du patient. Mais ça a été salutaire pour son épouse et ses enfants. Il y a eu un deuxième temps de répit au cours de l'été grâce à la famille qui est venue s'occuper de M. P à la maison. Et fin 2017, le patient fait une énième pneumopathie d'inhalation qui se complique de diarrhée. Il est hospitalisé, puis adressé à l'USP du CHU de Rennes. Et donc, pour cette phase hospitalière, je passe la parole à Christelle. Bonjour à tous. Je vais vous raconter la prise en soin de M. P au sein de l'USP.
C'est l'un de nos premiers patients SLA et c'est un patient dont on se rappelle et qui voulait certainement qu'on se souvienne de lui. Comme vous pouvez déjà le noter, nous l'avons accompagné sur un séjour long de 4 mois, du 22 janvier au 27 avril 2018. La demande de séjour de répit est fréquente dans l'accompagnement des patients SLA, au regard de l'épuisement que la prise en soin de ces patients génère au domicile, tant chez la famille qui sont aidants naturels que chez les professionnels investis dans le quotidien. Nous n'étions pas surpris par cette demande de répit dans la situation de M. P. On identifie d'ailleurs des prétextes à cette hospitalisation, une dégradation clinique avec une pneumopathie d'inhalation compliquée de diarrhée post-antibiotique, une dégradation neurologique globale, et on nous transmet que la famille est épuisée et que les enfants sont à protéger car parfois pris en otage par les souhaits de monsieur, principalement sur le fait de lui donner à manger et de continuer à le lever. Les professionnels engagés dans son accompagnement n'en peuvent plus et décrivent un patient tyrannique. Le mot de répit est peut-être une terminologie mal choisie pour ces séjours, pour les patients SLA. En équipe, on sait que ces séjours sont à risque, celui de garder le patient et de poser une impossibilité à la sortie. On pourrait donc plutôt parler de séjours de repli. Cette notion est d'autant plus vraie pour nous à La Tauvraie depuis l'accompagnement de ce patient. La demande de mise à l'abri à l'hôpital émane le plus souvent de la famille et des professionnels libéraux. Il est rare qu'elle émane du patient lui-même, peut-être parce qu'il sait lui aussi que c'est à risque de rester hospitalisé. Dans la situation de M. P, ce dernier vient dans le service contre son gré. Il refuse l'hospitalisation, bien qu'ayant expérimenté un séjour de répit sur l'USP de Fougères, mais qu'il qualifie d'inutile et de raté. À mesure que les semaines passent dans l'unité, on constate que les propositions de date de sortie, bien que contractualisées avec les soignants libéraux, sont mises en échec. On nous parle de report. On nous transmet qu'il y a des problèmes, par exemple la question de réaliser des aspirations endobuccales si trachéotomie. On trouve de nouvelles équipes formées à ces gestes et toujours le problème du retour persiste et la sortie à domicile reste impossible. On nous évoque la personnalité de monsieur. Il est décrit à nouveau comme tyrannique. Ce que l'on perçoit, c'est qu'il veut maîtriser, il veut décider. Il impose ses choix, même si ces choix sont à risque du fait de l'évolution de la maladie. Monsieur se décrit comme kamikaze, il n'a plus rien à perdre. On tente de le souligner auprès des libéraux, mais là aussi c'est l'échec. On nous évoque sa famille, et en particulier ses enfants, mis à mal par la personnalité autoritaire et déterminée de monsieur. Les libéraux veulent protéger les enfants. On sent que le vent tourne, le projet de RAD ne se fera pas. Ce n'est pas le choix du patient qui nous transmet être prisonnier ici. Ces mots sont très durs. Il nous accuse de trahison. Il accuse le médecin du service qui devient le bouc émissaire. C'est pour nous une façon de tenir en équipe, de pouvoir faire corps derrière les décisions médicales, car les mots de ce dernier nous violentent. On comprend mieux. Le temps de l'hospitalisation dans une temporalité permettant aux libéraux de voir leur épuisement, leur souffrance et d'en prendre acte. Cette temporalité, pour nous, équipe, nous permet de mieux cerner le patient, sa personnalité et de comprendre ô combien sa situation de santé peut mettre en souffrance. Nous organisons un temps de réunion, de coordination avec les libéraux pour acter cela, impossibilité de RAD, nécessité d'écouter notre impuissance à faire mieux. Monsieur P nous fait du mal et nous rend mal. C'est un séjour long. Il est loin des siens, de sa famille. Il est souvent seul. Les visites sont parfois le soir, mais surtout le mercredi, et la famille coupe le week-end. Faut-il le changer d'USP? Faut-il le rapprocher de chez lui vers Fougères? Il nous épuise aussi. Est-ce pour cela que nous interrogeons son transfert? Nous avons voté en équipe et décidé qu'il resterait avec nous, même si cela nous coûte. L'accompagnement est possible auprès de Monsieur P. Il est difficile, complexe. L'accompagnement soignant est centré sur l'évolution de la maladie, faire face aux troubles de la déglutition avec des complications respiratoires et poser l'interdit pour ce dernier de boire et manger par la bouche. Trop de risques. Rébellion de monsieur qui se dit prêt à tout risquer, même mourir de la fausse route. Nous, en équipe, on ne se sent pas capable d'assumer ces risques. Parfois, on peut, mais pas ici. Monsieur nous fait peur de par son tempérament. Quelque part, on craint aussi l'incompréhension de la famille. Malgré son franc-parler, on l'aime bien. On lui souhaite une autre fin de vie que celle de l'asphyxie sur la cuillère de trop. On fait face à la dépendance, la perte du tonus, la tétraplégie de plus en plus lourde, et on installe, on réinstalle, on replace, on adapte la position de monsieur. On est aidé par l'équipe de soins de support. On trouve des façons de faire avec de la domotique, du bien-être, du matériel permettant une installation au millimètre près. Ce n'est jamais bien pour monsieur. Ce dernier nous retient, nous rappelle, certes pour râler, se rebeller, nous corriger. On s'interroge. Il est en sécurité, pouvons-nous le laisser?
Il est en sécurité, mais est-il inquiet? Perçoit-il sa fin de vie à venir? A-t-il besoin de nous, de notre présence, de notre soutien? Sûrement. Sa famille, épouse, enfants, parents viennent. Ils sont difficiles à approcher, en colère contre la maladie, contre monsieur, contre nous. Ils sont difficiles à accompagner. Les entretiens réalisés en binôme soignant-médecin avec l'épouse sont intenses. On en sort exténué. Un trop-plein peut-être de souffrance. L'accompagnement psychologique du monsieur P est un point central de l'accompagnement que nous avons proposé dans l'unité. Cet accompagnement est particulier, proposé en binôme avec le psycho de l'EMASP de Fougères, qui le connaît déjà depuis d'un an, et nos psychos du service. Au départ, l'accompagnement psychologique vise à aborder les directives anticipées. Monsieur souhaite une trachéo car il veut vivre, il ne veut pas mourir, d'abord pour les siens, puis peut-être parce que mourir pour lui-même, c'est quelque chose qui se conçoit en allant au bout de ce qu'il peut faire. Vous avez perçu dans nos propos toute la force de la personnalité de monsieur P. Monsieur P a compris dans le service qu'il allait mourir. Ce n'est pas tant mourir qu'il l'interroge, c'est la façon de mourir. Monsieur P est militaire de carrière. Il a toujours pensé mourir au front, partir devant en éclaireur, prendre des risques, se confronter, être un kamikaze, pour reprendre ces termes. Quelque part, mourir en héros et non mourir en ne faisant rien et en se laissant aller à une maladie qui le prive de ses capacités. Mourir en héros, mourir au champ d'honneur, c'est donc mourir avec la trachéo pour être allé au bout de la démarche, même si monsieur perçoit que cela n'a aucun sens pour vivre et passer des moments de qualité avec sa famille. D'un point de vue médical, la trachéo n'est pas envisagée, monsieur le sait, mais là encore, c'est inacceptable. Monsieur P s'aggrave sur le plan respiratoire dans les suites d'une fausse route. On l'avait prévu, pensé, imaginé cette fausse route. On avait parlé ce risque auprès de monsieur et des proches, il n'y a pas de surprise. On sait l'accompagner et monsieur se laisse accompagner. C'est une première, pas de rébellion. Monsieur se laisse aller doucement à la mort sans nécessité de recourir à une pratique sédative. On est surpris, on ne pensait pas se lâcher prise. Nous avons tenté d'accompagner sa famille après le décès, nous ne les avons jamais revus. Nous n'avons pas eu de nouvelles malgré des occasions possibles. Nous avons pu accompagner les libéraux, un temps de coordination et d'échange a été organisé, une façon de faire le travail de deuil. Pour nous, équipe, cela nous a fait du bien aussi. Entre nous, on parle souvent de monsieur P. Il nous a marqués, il voulait probablement nous marquer. L'accompagnement de monsieur, comme vous l'avez aperçu, a été complexe, je dirais même difficile. Il illustre la nécessité de travailler en réseau avec une coordination efficiente de tous les soignants. Nous ne pouvions pas le perdre de vue. Il est donc nécessaire de se connaître les uns et les autres, d'être à l'aise entre nous pour parler, certes de la santé des patients, mais aussi de ce qui résonne en nous lorsqu'on les accompagne, ce qui nous choque, ce qui nous met en souffrance, ce qui interroge. Cette situation montre une application précoce et anticipée du réseau de soins palliatifs. Elle est nécessaire, capitale. Elle montre ô combien que l'anticipation permet du mieux pour le patient, sa famille et les professionnels. Nous vous remercions de votre attention et vous invitons à découvrir ce tableau, Les dernières cartouches, qui pour nous reprend bien l'histoire de monsieur P, mort au champ d'honneur dans notre service. Merci à tous.